Mes amis, vous l'attendiez depuis longtemps, vous me le réclamiez, c'est Thierry Meyssan. Il nous fait son interview de rentrée. Il a enlevé la petite capuche de son micro. Alors, vraiment, il est insupportable. Je vais encore me faire engueuler sur la qualité du son. C'est pas grave. Touche à rien. Te mets pas nu devant la caméra, ça va me valoir des commentaires. On est content de faire cette interview de rentrée avec lui. L'actualité est très chargée. Donc on va se donner le temps de la commenter. Et je me permettrai de temps en temps d'abord de lui poser des questions, même si j'ai bien compris que certains trouvent insupportable qu'on pose des questions aux invités. Et moi, je trouve que c'est très important de poser des questions. Oui, mais alors, je me fais pourrir. Non, moi j'apprécie tes questions. Et je lui couperai quand il fait trop de bruit, parce que de temps en temps on me dit « Ah oui, blablabla », et il a respiré à ce moment-là, ça faisait trop de bruit. Il faut le redire, nous sommes dans une société de consommation où plein de gens s'imaginent qu'ils sont des gens bien parce qu'ils se croient résistants. Et leur résistance consiste généralement à regarder des vidéos, à les commenter en disant le son n'était pas bon, mais je suis un grand résistant. Et c'est insupportable parce que en fait, la résistance, c'est quand même agir et pas seulement commenter à l'abri de l'anonymat derrière un écran. Voilà, c'était ma leçon de morale. Thierry, on a eu un été extrêmement chargé à tout point de vue. Peut-être quelques mots sur la politique française, on ne peut pas l'ignorer. On parlera, je le promets, aux auditeurs d'Israël, bien entendu, de l'Ukraine, des États-Unis. Il y a une très importante campagne américaine et je crois que c'est important qu'on parle de Trump et de Kamala Harris, qui pour moi est le sujet de fond de notre débat public, parce que de mon point de vue, nous sommes écrasés par la propagande, les ingérences américaines dans le débat public français. Est-ce qu'on peut commencer par... je vais te taquiner, je vais encore faire une introduction trop longue, mais il y a une chanson de Philippe Catherine, on a vu Philippe Catherine déguisé en Schtroumpf, pris à pic lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et Philippe Catherine avait fait une chanson dont le refrain était « Macron est-il un con ?» et « Macron est-il un irresponsable en ayant dissous l'Assemblée nationale ?» S'il était président français, oui, il serait irresponsable. Mais comme il est là pour défendre les intérêts d'une multinationale états-unienne, je pense qu'il a agi très, très logiquement. En fait, son intérêt, c'est de ne pas clarifier la situation. Je pense que les élections législatives n'ont pas fait surgir trois forces, comme on le dit. Les élections législatives ont montré que nous sommes paralysés par une question. Personne ne veut répondre à cette question et chacun se retranche derrière des programmes électoraux, des recettes d'une ancienne époque. En fait, la question, c'est devons-nous continuer à vivre derrière les États-Unis ou pas? C'est la question qu'avaient posée les Gilets jaunes quand ils avaient dit on ne veut pas de la mondialisation, tout ça. Bon, en fait, voilà, est-ce qu'on est à la remorque des États-Unis définitivement, ou est-ce qu'on peut envisager autre chose? Et si oui, évidemment, il faudra dire quoi? Mais bon, on voit bien qu'il y a un autre projet qui se fait jour dans le monde, autour de la Russie et de la Chine, qui, à mon sens, est un projet qui nous convient parfaitement, puisque la Russie et la Chine proposent que l'on revienne au droit international. Et le droit international, c'est une invention française. Ça date du... Explique-nous ce que c'est, le droit international. Explique-nous la nuance idéologique. Oui. Donc, le système des États-Unis, c'est qu'on met des règles auxquelles tout le monde doit s'appliquer. D'ailleurs, ils disent un monde fondé sur des règles que eux fixent et qu'ils changent selon leurs propres besoins. Le droit international, ça n'est pas écrire un code international comme il y a un code pénal. Le droit international, c'est dire la seule règle qui s'applique, c'est celle que nous avons signée.
Donc on doit respecter sa propre signature. C'est ça le droit international. On doit respecter sa propre signature. Il n'y a pas de police et de prison internationale. Tout ça, le droit d'ingérence, comme on avait dit. Non, tout ça, ça n'existe pas. Le droit international, ça dit chacun doit respecter sa propre signature et uniquement sa propre signature. S'il y a un traité que je n'ai pas signé, ça ne me concerne pas. Voilà. Donc ça, c'est une idée française qui avait été énoncée en 1899, juste avant la Première Guerre mondiale, par Léon Bourgeois, un prix Nobel de la paix français, président du Parti radical français, président du Sénat français, plusieurs fois président du Conseil. Donc cet homme-là, c'est notre tradition. Ça n'est pas parce qu'on ne l'enseigne pas à l'école, où on a enlevé son nom des manuels scolaires, alors qu'il a été la personnalité centrale de la Troisième République. Je pense que si on revient à cette idée-là, on revient à une tradition française. On ne rentre pas dans la pensée des Russes ou des Chinois. On redevient français. Voilà. Donc, le choix aujourd'hui, c'est soit on continue avec les États-Unis, soit on redevient français. Mais personne ne veut répondre à cette question. Et toute l'astuce d'Emmanuel Macron, c'est de maintenir des faux débats pour qu'on n'éclaircisse pas la situation, on ne se prononce pas. Voilà. Et là, il a mis un désordre qui fait qu'il faudra attendre des calendes grecques pour choisir. Est-ce que dans la France d'aujourd'hui, on peut attendre les calendes grecques ? Ou est-ce qu'il y a un risque de chaos social, politique, de troubles à l'ordre public majeur, compte tenu du fait qu'au fond Macron dit « je refuse de tenir compte du résultat des élections ». Oui, mais il n'est pas le seul à refuser de tenir compte des résultats. Les autres participants aux législatives refusent également de tenir compte des résultats. C'est un déni collectif du problème. Ce déni, on l'a vu se former au moment de l'affaire des Gilets jaunes. On n'a toujours pas répondu à cette question. C'est-à-dire ? Eh bien, est-ce que nous continuons à obéir aux États-Unis ou est-ce que nous devenons indépendants ? Ton pronostic sur ce qui va se passer dans le mois qui vient, puisqu'il y a des échéances, il y a un budget à faire, je sais que c'est vulgaire, mais... Non, mais bien sûr. Il y a des pressions de la France insoumise, enfin du Front populaire, mais qui est en partie divisé sur la radicalité. Il y a une abstention de fait du Rassemblement national, mais qui représente quand même 35% de l'opinion, un gros tiers de l'opinion. Ton sentiment, c'est que la sortie, c'est quoi ? Non, d'abord, je pense que des troubles sont vraiment possibles parce que cette incertitude ne peut pas durer des décennies. Donc à un moment, ça va devenir des troubles, cette situation de non-dit, d'irresponsabilité collective. Je dis irresponsabilité pour la totalité de nos députés. Ils doivent répondre à cette question. Est-ce que nous sommes à la remorque des États-Unis ou est-ce que nous devenons indépendants ? En même temps, on sait qu'ils sont à la remorque. On le voit. Tous ceux qui n'étaient pas à la remorque ont été éliminés. C'est à ça qu'a servi cette élection. Et de fait, on peut dire que Emmanuel Macron a gagné le pari qu'il s'était fixé avec cette élection. À savoir ? Miser sur l'irresponsabilité de cette classe politique. Les gens responsables ont été écartés. Dans la pratique, est-ce qu'on peut dire que certains députés qui n'étaient pas sous contrôle ont été éliminés, ou est-ce qu'il y a eu d'une façon ou d'une autre est-ce qu'il y a eu des ingérences étrangères dans nos élections ? Je vais poser la question comme ça. Les ingérences étrangères ? Oui. Alors je pense que les ingérences étrangères dans les élections, ça date de 1944. Pas avant ? Avant, il y avait un peu les Anglais qui s'en mêlaient quand même. Mais voilà, je pense que c'est
c'est malheureusement une tradition établie en France. Alors il y a eu une petite période pendant la période de Charles de Gaulle où il était difficile d'intervenir de l'extérieur, encore que les États-Unis ont organisé un coup d'État quand même avec le coup d'État des généraux en 61. Je vous conseille de lire les Sarkozy pays, les... Le lapsus révélateur. Oui. J'oublie son nom. Voilà, j'ai fait un lapsus terrible là. Les Scorzeni Papers, c'est-à-dire l'étude des archives d'Otto Skorzeny qui montrent comment les États-Unis ont. Il y a un chapitre qui montre comment qui montre comment les États-Unis ont organisé le coup d'État de 61 et l'OAS. Voilà. Donc voilà, ils ont été capables de faire ça. Après, ils ont fait pas mal quand même d'assassinats politiques en France sans qu'on s'en rende compte. Mais l'ingérence dans les élections, voilà, c'est une constante depuis 1944. Alors moi, ce qui me frappe, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et je trouve très bien de l'évoquer parce que ça nous tient aussi à cœur. Ce qui me frappe, c'est que dans cette espèce de paralysie du pouvoir exécutif, enfin du pouvoir élu, on va dire ça comme ça, on découvre que une personnalité comme Pavel Durov, assez mal connue initialement du grand public, d'ailleurs la propagande officielle s'appuie sur cette méconnaissance pour faire circuler des rumeurs totalement absurdes sur la pédophilie, etc., puisqu'il ne s'agit pas du tout de ça. J'observe que Pavel Durov est arrêté par la police française et sous le coup d'une législation antiterroriste, puisque sa durée de garde à vue indique que ce qu'on lui reproche en réalité, c'est de la complicité dans le terrorisme. Ce n'est pas une législation antiterroriste, c'est une législation sur les groupes criminels. C'est Mais mafia. Les 4 jours de garde à vue, c'est pas donné à tout le monde. Oui, oui. Comment on peut expliquer que Pavel Durov soit arrêté, ce qui est un acte politique international fort, puisque Poutine ne l'a pas fait à une époque où il y avait des dissensions, des tensions entre Poutine et Durov et le réseau Telegram. Comment on explique que Macron trouve cette force politique inédite dans le monde? La presse américaine parle tous les jours, je lisais le Wall Street Journal, qui n'est pas un journal de gauche, qui tous les jours, le Wall Street Journal consacre au moins un papier à Pavel Durov et à son arrestation par la police française. Comment on peut expliquer qu'un Macron affaibli sur la scène intérieure parvienne à poser un tel acte liberticide? Bon, alors d'abord, nous ne savons pas si c'est Emmanuel Macron qui a pris cette décision ou si ce sont des gens dans son groupe qui ont pris cette décision, obéissant au même donneur d'ordre que lui. Toujours est-il qu'il y a 2 aspects à cette arrestation. Bon. D'abord, le réseau Telegram permet d'avoir des communications cryptées, donc d'échapper à la surveillance des 5 des 5 grandes puissances anglo-saxonnes qui interceptent la totalité des échanges électroniques dans le monde. Donc ça, c'est une première raison. Mais la deuxième raison, qui n'est pas évoquée en France, c'est que Pavel Durov était en train de se réconcilier avec la Russie. Il faut savoir que c'est un jeune russe qui a été vraiment fasciné par l'Occident, qui est parti en claquant la porte de Russie, en disant que c'était un pays arriéré qui ne comprenait rien à rien, pour aller s'installer un peu plus tard aux Émirats arabes unis. Et je crois en 2021, il a obtenu la nationalité française à titre émérite, c'est-à-dire qu'on trouvait que ce qu'il faisait, c'était très bien. En France. En France, on trouvait que ce qu'il faisait était très bien. Parce qu'à l'époque, Telegram était peu utilisé en France. Et beaucoup en Russie. Bon. Et depuis qu'il est en exil aux Émirats,
il a, enfin en exil non, puisqu'il a acquis la nationalité des Émirats. Depuis qu'il est aux Émirats, il a développé Telegram, qui est devenu vraiment mondial et qui donc aujourd'hui est également beaucoup utilisé en France et, disons, dans l'ensemble de l'Occident, États-Unis compris. Donc, ce qui était bien quand il permettait à l'opposition russe de discuter à l'abri des regards du FSB, on trouve que c'est très mal quand il permet à l'opposition occidentale de discuter à l'abri du regard de la NSA. Mais il n'y a rien à changer dans ce qu'il fait. Est-ce qu'il a passé des accords avec les autorités russes? Alors, il y a 4 ou 5 mois, il a signé un accord avec l'autorité de contrôle des interceptions téléphoniques, tout ça en Russie, où il est convenu que dans la partie de Telegram qui est non cryptée, donc on peut savoir ce qui s'échange, et lui, sur son réseau, peut le savoir. Il allait déconnecter tous les sites pédophiles et terroristes. Ce qu'il a fait. Sur le non crypté. Sur le non crypté. Alors, j'explique aux auditeurs qui découvrent ce qu'est Telegram. Donc sur Telegram, on peut choisir d'avoir des communications cryptées ou des communications non cryptées. Voilà. Et ce que tu nous dis, c'est que le non crypté, à la demande des autorités russes, Durov a accepté de modérer la partie non cryptée du réseau. Absolument. Il l'a fait. Il l'a fait. Donc aujourd'hui, on ne peut rien lui reprocher. Toutes ces attaques contre lui sont absurdes. On ne peut rien lui reprocher, parce qu'on ne va pas lui reprocher de faire transiter des communications cryptées, pas plus qu'en vertu de la Convention postale universelle, on ne reprochera à la Poste de faire transiter des lettres de terroristes ou de pédophiles. Ça ne regarde pas la Poste, ce qu'il y a dans une lettre. Et ce qui est crypté sur Telegram, ça ne regarde pas le propriétaire de Telegram. Voilà. Donc ce point étant acquis, il est clair que ce sont les 5E, et particulièrement les États-Unis, qui avaient intérêt à arrêter Pavel Durov. Alors, ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que il venait d'Azerbaïdjan, son avion arrivait d'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Eh bien, il devait rencontrer Vladimir Poutine le 18 ou le 19 août. Mais quand Vladimir Poutine est allé en Azerbaïdjan, il y a eu des modifications de son emploi du temps et cet entretien n'a pas pu avoir lieu. Donc il était reçu par des conseillers de Vladimir Poutine, mais pas par le président russe lui-même. En tout cas, il a renoué ses relations avec la Russie. Et c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, il est en danger de mort. Parce que les États-Unis ne vont pas accepter qu'un transfuge revienne en Russie. Il faut bien se rendre compte de ça. Il y a énormément de précédents de gens qui étaient des ennemis des États-Unis et qui, lorsqu'ils ont voulu se réconcilier avec ceux avec qui ils étaient en conflit temporaire, on les a éliminés. C'est le cas, alors, si on parle de la Russie, de Berezovsky, qui, lorsqu'il a écrit à Vladimir Poutine, alors on ne connaît pas bien le contenu de cette lettre, mais il est évident qu'il cherchait à se réconcilier, alors que c'était un chef mafieux qui avait pillé les biens collectifs de la Russie, tout ça. Lorsqu'il a écrit à Vladimir Poutine, je crois que c'est 3 semaines après, on l'a retrouvé suicidé dans sa résidence d'Ascot en Angleterre. Bon.
ou c'est le cas de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre du Liban, qui, lorsqu'il a voulu se rapprocher du Hezbollah, a été assassiné à Beyrouth. Donc, là, je pense qu'on devrait le libérer à l'issue de Donc on devrait sa garde à libérer vue. Durov Oui, à l'issue de sa garde à vue. parce qu'il y a vraiment... On le saura ce soir. puisque Oui, la limite officielle, c'est ce soir. si on le garde en prison, ça sera l'équivalent de Assange ou voilà, je ne sais pas comment on pourra qualifier cette... On n'en est plus à ça près. on n'en est plus à ça près, mais ça serait quand même quelque chose de difficilement envisageable en France. Bon. C'est un avertissement pour un Zuckerberg, pour un Elon Musk. C'est-à-dire que si on se place du côté russe, un Durov, c'est l'équivalent d'un Zuckerberg aux États-Unis ou d'un Elon Musk. Oui. Mais déjà, le PDG de Rumble, donc qui est une plateforme vidéo qui est interdite actuellement en France. Elle est installée au Canada ou aux États-Unis, je ne sais plus. Donc le PDG de Rumble, qui était en Europe, a quitté précipitamment l'Europe quand il y a eu l'arrestation de Durov, parce qu'il se dit, moi je vais être le prochain. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave auquel nous assistons. Donc je pense qu'on va le libérer dans quelques heures, ou je sais pas, ou demain, mais que voilà, la prochaine fois qu'il traverse la rue, il peut se faire écraser, quoi. Alors on le redit, nous sommes le mercredi, j'ai pas la mémoire des dates, donc on est le mercredi 28 août, pour ceux qui verront la vidéo avec retard, et nous attendons la décision qui doit intervenir ce mercredi 28 août au soir, sur est-ce que Durov est mis en détention provisoire ou est-ce qu'il est libéré d'une façon ou d'une autre à l'issue de sa garde à vue. Et j'insiste sur le fait que c'est quelqu'un d'absolument respectable, que ce qu'on raconte sur lui est hautement diffamatoire. Et donc ce qu'on redit, c'est qu'il y a eu une confusion, évidemment savamment entretenue par la prétendue presse mainstream subventionnée par le pouvoir, qui est, beaucoup de gens ont compris qu'on accusait, on reprochait à Durov de la pédophilie ou de la détention d'images pornographiques. Ce qu'on redit, c'est que ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas modérer des forums. Des forums confidentiels. Confidentiels. C'est 1 milliard d'utilisateurs en tout. Et beaucoup de gens ont compris, ah donc c'est un pédophile. Non, c'est pas ça. Non, mais on lui reproche de ne pas interdire les forums pédophiles. Et je pense qu'il faudrait, si on arrête Durov, il faudrait arrêter le directeur des postes. Parce qu'ils font exactement la même chose. Et certains ont ironisé sur Xavier Niel, dont les services Free sont probablement les principaux supports d'images pédopornographiques dans le monde. Mais Xavier Niel est proche du pouvoir. On rappelle que Emmanuel Macron a fêté sa victoire Et Xavier Niel a passé, je ne sais plus, je pense que c'était 3 mois à la prison de la Santé, précisément pour une question comme celle-là. Parce qu'on lui reprochait du proxénétisme et des choses du genre, à l'époque où il avait créé... à l'époque où il était administrateur du réseau Voltaire. Ouais. Ah ben bravo. Ah ben voilà. Donc on redit que ce qu'on reproche à Durov, c'est pas d'être pédophile, c'est de ne pas modérer les forums pédophiles sur un réseau d'1 milliard. C'est de ne pas ouvrir. C'est de ne pas ouvrir les communications confidentielles et de ne pas vérifier si certaines de ces communications sont criminelles ou pas. On va suivre ça. Ça nous amène à élargir le débat sur les questions internationales. Koursk. Oui. C'est quoi ce bordel, Thierry ? Alors, pour le moment, l'armée russe a attaqué cette oblast, cette région, mais vient de commencer à attaquer 2 autres régions. L'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne, 2 autres régions de Russie. Donc, ils essayent de pénétrer en Russie, ce qui est très facile, puisque
la Russie n'a pas la possibilité de défendre ses frontières. C'est un pays qui a des frontières immenses et donc, depuis toujours, il est très facile de rentrer en Russie. C'est ce qu'ont fait Napoléon et Adolf Hitler, mais par contre, il est très difficile d'y rester. Et l'armée ukrainienne a le même problème. Elle peut enfoncer le front russe, mais elle ne pourra pas rester sur le territoire russe. Alors pourquoi a-t-elle attaqué à Koursk ? Pour la raison qu'elle avait, que l'armée russe a eue au moment de son entrée en Ukraine. Alors, je rappelle que cette entrée en Ukraine n'était pas une invasion, pas plus que l'entrée de l'armée française au Rwanda n'était une invasion. L'armée française venait mettre fin à un génocide au Rwanda, et là, l'armée russe venait mettre fin à un génocide au Donbass. Ceci était, dans les deux cas, l'application d'une résolution du Conseil de sécurité. On l'a oublié, personne ne connaît cette résolution concernant le Donbass, mais peu importe. C'est vrai que les Russes mettent du temps, c'est toujours comme ça avec les Russes, ils mettent beaucoup de temps à appliquer leurs décisions. Ils ont fait enregistrer une résolution par le Conseil de sécurité en 2015 et ils sont rentrés en 2022. Ce qui est un certain temps. Oui, parce qu'ils ont mis un temps certain. Voilà, ils ont mis le temps pour préparer leur attaque. Mais ils n'ont pas envahi l'Ukraine. Ils ont appliqué une résolution du Conseil de sécurité. Celui qui dit qu'ils ont envahi l'Ukraine doit dire que la France a envahi le Rwanda, et je trouvais ça un peu fort de café. Non. On sent que Thierry est bien remonté aujourd'hui. Oui. Donc, lorsque la Russie est entrée en Ukraine, on a raconté des âneries, qu'elle allait prendre Kiev, ce qui n'a jamais été ni de son intérêt, ni dans sa stratégie. C'est pas parce qu'elle a bombardé l'aéroport de Kiev qu'elle voulait rentrer à Kiev. C'est deux choses complètement différentes. Bon. Le jour où elle a commencé son opération militaire, une unité de l'armée russe s'est séparée des autres et s'est dirigée vers la centrale nucléaire de Zaporijjia. Et tout de suite, ils ont pris cette centrale nucléaire. On nous dit que c'est une centrale civile, que ils voulaient contrôler l'électricité, tout ça, mais c'est pas du tout la raison. La raison, on ne l'a connue que quelques semaines plus tard, quand il y a eu le forum de Davos. Parce que Raphaël Grossi, le directeur de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a raconté à Davos qu'il y avait des réserves de matière nucléaire dans cette centrale. Donc c'est totalement illégal, ça n'avait pas été déclaré. Mais lui le savait. Pourquoi il n'y avait pas de plainte de l'AIEA, on ne sait pas. Mais il a même donné des chiffres, je ne peux pas les citer de tête, puis c'est vraiment des quantités considérables d'uranium enrichi et de plutonium qui se trouvaient là. Et juste avant l'entrée de l'armée russe, le président Zelensky, dans son discours devant le forum sur la sécurité à Munich, quelques jours avant, a déclaré que l'Ukraine allait réviser sa signature du protocole de Budapest, mettant fin au nucléaire militaire ukrainien, hérité de l'Union soviétique, et que donc l'Ukraine allait se lancer dans un programme militaire nucléaire contre la Russie. Il a dit ça très clairement. Donc ce que tu es en train de nous dire, je traduis pour les gens qui vont dire mais de quoi il parle, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'origine de l'opération militaire spéciale, selon l'expression russe consacrée, c'est en fait une opération pour empêcher l'Ukraine de se doter d'une arme nucléaire. Alors c'est aussi pour ça, il y a d'autres raisons, mais c'est aussi pour ça. En tout cas, cette raison-là, dès le premier jour de l'intervention russe, c'était visible. Même si ce n'était pas compréhensible tout de suite.
Donc quand l'armée russe est arrivée là, elle a commencé à transférer cette réserve de matière nucléaire. Ça vaut une fortune, hein, cette chose-là. C'est une somme considérable. On ne sait pas comment ils ont accumulé ça. Donc, ils ont commencé à transposer ces matières nucléaires en Russie. Et principalement, on sait que c'était à Koursk. Alors, ça a peut-être été diffusé ailleurs depuis, je ne sais pas. Mais au début, c'est allé à Koursk. Et l'armée ukrainienne vient là d'essayer de prendre la centrale nucléaire civile de Koursk. Donc de récupérer ce matériel. Mais il n'y est pas arrivé. Ça, c'est la vraie raison de cette opération. Bon, aujourd'hui, ils sont emportés par leur élan, ils ne peuvent pas faire machine arrière. De toute manière, il faut se rendre compte, cet échec va leur coûter extrêmement cher. Là, en ce moment, l'échec de l'armée ukrainienne à prendre Koursk. Oui, ça va leur coûter extrêmement cher. Là, il faut se rendre compte que la domination militaire de l'Occident est en train de s'effondrer sous nos yeux. Ici, on va y revenir parce que c'est un vrai débat. Mais en même temps, Thierry, on parlait beaucoup de la défaite ukrainienne, de l'effondrement ukrainien. On s'aperçoit que finalement l'armée ukrainienne est toujours debout. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Au moment où nous parlons, la moitié de la population ukrainienne a quitté le pays. En moins de 2 ans. La moitié de la population a quitté le pays. Le président Zelensky gouverne sans être élu. Son mandat s'est terminé au mois de mai. Aujourd'hui, il interdit tout. Il vient d'interdire l'Église orthodoxe. Moscovite. Voilà, moscovite. Il y a le patriarcat. Le patriarcat moscovite. Voilà. Mais le patriarcat de Moscou, c'est la plus grande confession en Ukraine. Il y a 8000 popes. Il les a interdits. Donc on rappelle qu'en Ukraine, il y a au fond 3 religions dominantes. Oui. Il y a les uniates qui sont minoritaires, mais qui sont des catholiques romains. Oui. Et puis il y a des orthodoxes russes et des orthodoxes ukrainiens, pour aller vite. Alors d'ailleurs, soit dit en passant sur les uniates, c'est une église catholique qui a été reliée à Rome à la suite d'un très grave conflit qui a été réglé par Jean-Paul II, mais qui est appliqué d'une manière assez bizarre, puisque le conflit, Jean-Paul II était polonais, hein, et l'église uniate, c'est l'église de Galice en fait. C'était eux qui étaient les alliés des nazis d'une manière complètement hystérique. Pour ceux qui vont découvrir, donc la Galice, c'est la partie occidentale de l'Ukraine, voilà c'est-à-dire au fond la partie la plus européenne de l'Ukraine. Voilà. Bon. Et il y a une Galicie occidentale dont était originaire Jean-Paul II, avec Cracovie qui est en Galicie occidentale. Donc l'Église uniate continue aujourd'hui à avoir des offices où se présentent des gens habillés en SS. Voilà, donc ça c'est un exemple stupéfiant quand même. C'est ukrainien. Bon, enfin, c'est pas que ce soit ukrainien, c'est l'histoire de ce groupe particulier en Ukraine. Alors, on va le redire, donc la Galice, c'est au fond, ça fait partie de ces zones qui ont vécu des épurations ethniques, on peut dire ça comme ça, en 1945, c'est-à-dire que lorsque l'Allemagne s'est effondrée en 1945, il y a eu des expulsions massives qu'on ne tolérerait plus aujourd'hui de population. Et la Galice était ce territoire un peu bizarre, à la fois allemand, polonais, ukrainien, et il y avait des enracinements identitaires pour résister à ce flou des frontières qui sont incompréhensibles en France aujourd'hui. Ah oui, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de l'Ukraine, où il n'y a jamais eu de peuple ukrainien, jamais, ça n'a jamais existé. Il y a des peuples différents qui sont enfermés dans ces frontières artificielles.
Et donc, l'un de ces peuples, précisément en fait les Galiciens, c'est eux qui ont donné les nationalistes intégraux avec Stepan Bandera et tous ces gens qui ont fait... Ces Allemands d'Ukraine, on va le dire comme ça. Non, c'est pas des Allemands d'Ukraine. En plus, non, pas du tout. Puis Il est gentil, Thierry. Non, Oui. ils prétendent être les descendants des Varegs, donc qui n'étaient pas des Allemands, c'était des Vikings, Suédois. des Vikings suédois. Voilà, bon. Donc, Des Ariens. voilà, des Ariens. Bon, voilà, des Ariens. Ce qui, historiquement, n'est pas faux. Il y a bien eu des invasions Varegs. On précise donc Varegs, c'est les héritiers enfin, c'était les Suédois de l'époque, les Scandinaves. Mhm. Il y a bien eu des invasions scandinaves Oui. en Russie et dans ce Oui, qu'on oui, appelle oui. l'Ukraine aujourd'hui, Oui. qui à l'époque était un territoire Mhm. flou. Oui. Ça existe. Oui, Il y a oui, une tout à fait, des tout à fait. populations aryennes en Ukraine. Tout à fait, mais dire que les Ukrainiens sont des descendants des Varegs, c'est stupide. Pas tous, en tout cas. Ah, mais pas la moitié. Il y en a peut-être un quart, mais même pas. Bon. Il y a énormément de peuples différents qui vivent là. Il y a des mythologies. Oui. On s'imagine venir d'un peuple. Ça fait partie de l'histoire. C'est un peu. Je vais faire la provocation. Comme beaucoup d'Israéliens s'imaginent venir en descendance directe de ceux qui occupaient Israël il y a 2000 ans. Et tout ça est fantasmé. C'est des blonds aux yeux bleus de Brooklyn qui se disent je suis juif, donc je suis héritier des mecs qui étaient là il y a 2000 ans. C'est un peu le même sujet que les héritiers des Varegs en Ukraine. Voilà. Donc en Ukraine, il y a aussi les héritiers des Khazars, qui étaient un peuple qui avait un empire au Moyen-Âge dans l'ensemble du Caucase. Et donc, les Khazars, c'est le seul empire qui ait proclamé le judaïsme comme religion officielle. Et donc, les Ashkénazes sont les héritiers des Khazars. Tous? Oui, tous les Ashkénazes sont les héritiers des Khazars. Bon, je vais encore être fâché avec les Juifs. À cause de... Mais non, mais c'est l'histoire. Il y a j'oublie son nom, Shlomo Sand. Shlomo Sand a écrit un livre sur le sujet. Il fait autorité en Israël sur l'origine Non-juive. non-juive des Khazars. Enfin, des Ashkénazes. Et des Ashkénazes, oui. Qui sont les fondateurs du sionisme. Alors, le sionisme a été fondé en Hongrie. Tous les trois principaux fondateurs du sionisme, c'est des Hongrois, dont Théodore Herzl. Voilà. Qui sont des héritiers des Khazars. Qui sont des héritiers des Khazars, mais qui étaient Hongrois, ils n'étaient pas ukrainiens. Oui, mais on va admettre que donc cet empire khazar qui était au fond enfin dans le sud actuel de l'Ukraine, c'est-à-dire pas très loin de l'embouchure du Danube, ces communautés sont les communautés d'Europe centrale orientale, selon les terminologies qu'on retient, qui ont fondé le sionisme. Absolument. Donc, soit dit en passant, quand on parle d'antisémitisme pour parler d'anti-judaïsme, c'est absurde, puisque les Ashkénazes ne sont pas des sémites. Donc tu vas beaucoup ramer pour expliquer ça à la synagogue d'à côté. Simplement, je ne pense pas qu'on puisse contester cette donnée. C'est simplement une donnée scientifique. Les sémites, si vous voulez, les sémites, ce sont les Arabes, y compris les populations juives du Moyen-Orient. Donc pour ceux qui découvrent cette chaîne, je rappelle que donc sémite, ça vient de la tribu de Sem, qui était l'un des fils d'Israël. Voilà. Et donc la question qu'on discute, c'est est-ce que les Juifs d'Europe centrale, qui sont les fondateurs du sionisme et donc d'Israël, étaient issus de la tribu de Sem, ou est-ce qu'ils se sont ralliés vers le XIIe siècle, je crois, ou IXe siècle, je ne sais plus. Au XIIe, ça doit être. XIIe, oui. Au judaïsme, alors, parce qu'ils avaient le choix en fait entre être chrétiens et musulmans, puisque c'était le sujet. Les Khazars ont été envahis par les Ottomans, les Turcs, et ils ont été sommés de choisir une religion. Et pour ne pas choisir entre le christianisme qui était interdit dans l'Empire ottoman
et enfin, ce qui est devenu Empire ottoman, et l'islam, ils ont choisi le judaïsme qui était au fond autorisé. Ce que tu nous dis, c'est qu'un juif d'Autriche ou de Pologne ou d'Ukraine est en fait un khazar qui est devenu juif il y a 800 ans seulement. Voilà, puis il y a eu cette population a essaimé dans toute l'Europe centrale et sur les bords de la Baltique et maintenant aussi en France, voilà. Mais c'est ça l'origine, et ça n'a rien à voir avec l'histoire du Moyen-Orient. Bon, je vais encore me faire engueuler. Alors donc, où en étions-nous ? C'est une chose très importante. Les principaux dirigeants aujourd'hui d'Israël ne sont pas des sémites. Alors, dans le cas de Netanyahou, c'est entre les deux, parce qu'il est à la fois séfarade et ashkénaze. Les séfarades sont des sémites. Les séfarades sont des sémites, oui. Alors souvent, ils sont déplacés en Espagne, enfin, c'est compliqué leur histoire, mais puisque oui, ce donc, sont des sémites. On rappelle que les Marans, ce qui a constitué le judaïsme des Pays-Bas, qui est très largement la communauté juive qui a fui l'Espagne au moment de la Reconquista et au moment où Isabelle la catholique a interdit le judaïsme. Donc il y a eu un certain nombre de communautés juives qui ont fui, d'autres qui ont fait croire qu'ils étaient catholiques. Mais il faut redire que donc il y a un certain nombre de juifs d'Espagne qui sont séfarades, qui sont partis en Hollande, et que donc on a en réalité une situation du judaïsme en Europe qui est très mélangée. Oui. Et pour relier à ce que je disais dans les émissions précédentes, le groupe des fascistes juifs, c'est-à-dire des juifs qui ont suivi Mussolini, donc ce sont des fascistes au sens historique du terme. Donc ce groupe-là, avec Vladimir Jabotinsky et Léo Strauss en Allemagne, en Allemagne et aux États-Unis, puis aux États-Unis. Donc, Léo Strauss, considéré comme le fondateur du mouvement néoconservateur. Voilà. Et Jabotinsky étant le fondateur du sionisme révisionniste. Donc, ces gens-là sont tous des ashkénazes. C'est-à-dire des khazars. Des khazars, voilà. Et aujourd'hui, le sionisme révisionniste n'existe pratiquement pas chez les séfarades. C'est quelque chose qui comment dire, intellectuellement, leurs références sont tirées du Talmud, et que les séfarades ne connaissent pas. Voilà. Redis-nous ce qu'est le sionisme révisionniste, que les gens comprennent. Donc, le sionisme révisionniste, c'était un fascisme pur et dur, au sens mussolinien du terme, et Jabotinsky a organisé le Bétar, sa milice, qui existe en France. Qui existe en France. C'est une milice qui a été constituée à Rome, sous les auspices de Benito Mussolini. Et il est resté l'allié de Benito Mussolini jusqu'à sa mort, la mort de Jabotinsky, qui est mort au début de la guerre mondiale. Il est mort... 41, 42 Non, plus tard en 41, peut-être même en 40, je ne sais pas. Mais il était l'allié de Mussolini et il discutait avec les nazis. Ça lui paraissait normal. Et son secrétaire particulier, c'était Ben-Zion Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. Voilà. Donc, mais ça explique aussi, excuse-moi, mais tu me tournes un perche, je n'avais pas prévu d'en parler, mais ça explique aussi, je vais horrifier nos auditeurs italiens, j'en suis désolé, mais ça explique la relative tolérance de Mussolini vis-à-vis des Juifs. C'est-à-dire qu'à la différence de l'Allemagne où il y a eu un discours foncièrement antisémite, racial, au fond Mussolini était modéré vis-à-vis des Juifs. On le voit quand on va au bord du lac du Bourget, les territoires français occupés par les Italiens pendant la guerre ont accueilli beaucoup de Juifs qui se sentaient en sécurité sous la protection de Mussolini. Oui.
Oui, oui. Mais Mussolini n'était pas contre les Juifs. Hein, bon, on voit avec l'exemple du Bétard, mais il a eu autour de lui plusieurs personnalités juives. Donc, les lois anti-juives, c'est une spécificité du nazisme. Et de Vichy. Et de Vichy, oui. Mais parce qu'ils étaient la traîne des nazis, oui. Tu le dis, mais il y avait une élite française. Oui, qui était profondément anti-juive, mais elle ne l'était pas sur une base raciale. Elle était anti-juive. Sur une base religieuse. Oui, une base pseudo-religieuse, oui, absolument. Alors que les nazis avaient une théorisation raciale de cette question. Je rappelle que les nazis ont tué 500 000 tziganes parce qu'ils étaient tziganes, 6 millions de juifs parce qu'ils étaient juifs, et je ne sais combien de millions, peut-être 14 millions de slaves parce qu'ils étaient slaves. Donc on rappellera que l'extinction, on va dire ça comme ça, des Slaves dans le Lebensraum, c'est-à-dire en Europe orientale, était théorisée sous l'étiquette générale, le pitch, comme on dit aujourd'hui, c'est une terre qui appartient aux Aryens, et donc les occupants slaves doivent être traités comme des animaux et oxy par la faim. Voilà, enfin, on pouvait épurer ethniquement toute l'Europe centrale et orientale. C'est la même chose que ce que Netanyahou fait aujourd'hui en Palestine, la même chose. Alors, quand tu dis la Palestine, est-ce que tu vises Gaza ou est-ce que tu vises la Cisjordanie ? Manifestement, l'équipe de Benjamin Netanyahou, alors lui, personnellement, j'en sais rien, mais quand on voit le comportement de son ministre de la Sécurité nationale, M. Ben Gvir, Itamar Ben Gvir, ou celle de son ministre des Finances. C'est Yoav Galland ? Non, lui c'est le ministre de la Défense. Le ministre des Finances, c'est Smotrich. Smotrich, qui fait aussi partie du parti Kahn. Voilà, donc le parti suprémaciste juif. Voilà, eux c'est très clair. Ils disent que, et ce sont les seuls à dire ça, hein, que la Palestine est une terre promise où seuls les Juifs doivent habiter et dont qu'il faut nettoyer de sa population arabe. Et ils le disent y compris pour les Arabes israéliens. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Arabes israéliens quand même. Hein. Bon. Donc lui, le groupe de Ben Gvir, avant l'opération du 7 octobre, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir dans les mois qui ont précédé l'opération du 7 octobre, ils ont commencé des pogroms anti-arabes en Cisjordanie. Ils ont attaqué des villages en brûlant les maisons et en tuant des gens sous le regard passif de la police israélienne. Voilà. Et ça continue. Et ça continue aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des réactions américaines hostiles, officielles américaines de Biden, disant qu'il faut arrêter. Absolument, et de la France, et de l'Union européenne. Tout le monde dit qu'il faut que ça s'arrête, mais ça continue et personne ne fait rien pour que ça s'arrête. Donc ça... On parle de... Excuse-moi, je te coupe, mais on parle d'une extension, enfin de ce qui s'est passé à Gaza. On dit la Cisjordanie, c'est l'étape suivante. Enfin, cette idée existe, c'est-à-dire l'idée d'une opération massive en Cisjordanie. C'est très clair dans ce que disent les dirigeants des kahanistes, de ce groupe-là, des suprémacistes juifs, qui sont une division à l'intérieur des sionistes révisionnistes. Donc, mais ça ne sera pas une extension, c'est l'inverse. Le massacre a commencé en Cisjordanie. Là, en Cisjordanie, il est fait par des civils
tandis que à Gaza, il est fait par l'armée israélienne. Donc c'est le gouvernement israélien lui-même qui fait le massacre. C'est pour ça que les différents acteurs internationaux sont sommés de se prononcer sur ce nettoyage ethnique à Gaza. Mais je répète, ce nettoyage ethnique a commencé en Cisjordanie. On rappelle Oui. qu'avant, enfin, l'une des explications officielles du 7 octobre, c'est que l'armée israélienne, avant le 7 octobre, avait été largement déployée en Cisjordanie, et qu'au fond, Netanyahou a pu dire, mais comme on s'occupait de la Cisjordanie, où il y avait des troubles, effectivement, on n'a pas pu prévenir à Gaza. Et il y a un débat en Israël là-dessus. Donc on redit que profondément, l'enjeu israélien se situe en Cisjordanie beaucoup plus qu'à Gaza, et que le gouvernement israélien, il y a une dizaine de jours, a autorisé l'installation de 6000 logements nouveaux, 6000 maisons nouvelles en Cisjordanie, en violation du droit international, et que même les États-Unis ont protesté contre cette décision. Donc, quand on dit en violation du droit international, ça veut dire en violation de la signature des traités par Israël. Ce n'est pas un droit qu'on leur impose, c'est eux qui se sont engagés. Ils ne respectent pas leur engagement. La logique, je te coupe parce que plein de gens suivent ça par petites tranches. Et la logique, c'est quoi? C'est de créer un continuum, on va dire ça, une homogénéité de population juive au sein de la Cisjordanie pour empêcher tout retour en arrière. La logique des sionistes révisionnistes, c'est d'expulser la totalité des Arabes de Palestine. Ça, c'est clair. Ils le disent, ils l'expliquent. Alors, depuis quand ce projet existe? Depuis qu'il y a Jabotinsky, depuis la création du sionisme révisionniste, c'est-à-dire de cette branche fasciste juive. C'est typiquement leur manière de penser. Ils pensent la Palestine, d'abord, ils veulent exclure cette population arabe de Palestine, et après, ils veulent étendre le territoire israélien du Nil à l'Euphrate, c'est-à-dire ils veulent manger le Liban, la Syrie, une partie de la Jordanie, tout ça. Est-ce que tout ce que tu dis, Oui. mais que je partage puisqu'en réalité j'ai étudié le sujet, mais est-ce que ce que tu dis s'appuie sur des sources vérifiables, historiques? Parce que Jabotinsky, c'est les années 40, donc ça nous fait presque 100 ans maintenant d'histoire d'une stratégie d'occupation d'un territoire. Est-ce qu'il y a des sources ouvertes sur le sujet, vérifiables? Est-ce que les gens qui veulent s'informer peuvent avoir accès à ces sources? Alors, il y a un nombre incalculable de sources sur ce sujet. J'ai l'impression des bibliothèques entières qu'on pourrait remplir avec tout ça. Ça n'est vraiment pas difficile à vérifier ce que je raconte. Là, je viens de rédiger un livre que j'espère je publierai dans quelques mois, où je donne des références pour tout ça. Mais vraiment, il n'y a rien de plus simple de vérifier ça. Alors, ce qui est difficile à comprendre, c'est comment un tout petit groupe, comme les sionistes révisionnistes, a réussi à prendre le pouvoir en Israël. Ça, c'est difficile à comprendre. Mais les objectifs de ce groupe sont très faciles à vérifier. Donc aujourd'hui, en réalité, le paradoxe que tu nous dis, c'est qu'il y a eu une stratégie dans la sphère sioniste qui était une sphère complexe. Tu as évoqué son origine en partie khazare, il y a eu des discussions, Mussolini, blablabla. On ne va pas revenir dessus aujourd'hui. Ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, il y a une continuité d'un projet politique. Alors, le sionisme, on va le redire, sur sa naissance, c'est autour des années 1890, on va dire ça comme ça, pour aller vite. L'Agence juive mondiale, c'est 1920. Les premiers achats de terre, c'est après la guerre 14-18. Jabotinsky, c'est les années 40. Les années 30 où il développe son système. 30, et il meurt. 40, l'Irgun, les attentats de l'Irgun auxquels participe Menahem Begin et le père de Netanyahou. Donc tous les attentats contre la puissance britannique et contre
les puissances alliées de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, ce sont les sionistes révisionnistes à travers les attentats contre l'hôtel King David de 1945 de mémoire. Peut-être, oui. Ouais, c'est dans ces eaux-là, je pense 45. Où d'une façon ou d'une autre, installer l'état-major de l'armée britannique d'occupation, on va dire ça, qui a un mandat. Donc, il y a une première étape, année 1890, une deuxième étape, année 1920, premiers achats de terre, une troisième étape, la création de l'Irgun, le terrorisme sioniste, on va l'appeler comme ça, et aujourd'hui, avec des exactions commises par des colons israéliens en Cisjordanie en violation du droit international, ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, il y a une continuité d'un projet politique. Continuité complète de ce projet politique qui vient se heurter au projet des anglo-saxons de construire un État pour la diaspora juive. Ils ont mis du temps à savoir où c'était, mais finalement en Palestine, et de veiller à ce que cet État ne soit jamais viable. Viable avec des Arabes dans son sein. Non, ils ont dit que ça ne doit jamais être viable. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est le projet des Britanniques en 1915, avant la déclaration Balfour. Qui était, on le rappelle, une déclaration informelle. C'est-à-dire, beaucoup de mouvements sionistes en ont fait une espèce de déclaration officielle. En réalité, la déclaration Balfour, ça a été une étape dans un processus complexe, contradictoire, où effectivement chacun y est allé de ça. Ah mais il y a le texte bidule, texte machin. Oui, alors, la déclaration Balfour, elle est importante parce que à ce moment-là, le gouvernement britannique de MacDonald, c'était un groupe, on appelait ça des chrétiens non conformistes. Aujourd'hui, on dirait des chrétiens sionistes. Ça n'était pas des anglicans, c'était des églises chrétiennes particulières. Et quand ils ont fait la déclaration Balfour, pendant la guerre mondiale, ils ont approché les autorités des États-Unis pour obtenir l'engagement des États-Unis sur le même projet qu'eux, de construire cet État en Palestine. C'était vraiment la décision qui a été prise en 1917. En fait, tout de suite, les États-Unis se sont engagés avec la déclaration, les 14 points du président Wilson, c'est-à-dire les objectifs de guerre des États-Unis, c'est aussi de construire l'État d'Israël. Dans la pratique, pour aller vite, puisque je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu des élections américaines, est-ce que quelqu'un croit raisonnablement que lorsque le gouvernement israélien participe à des négociations, des accords, ce qu'on veut, on va créer deux États, un État palestinien, un État israélien, est-ce que quelqu'un croit encore raisonnablement aujourd'hui que lorsque les Israéliens signent ce genre de texte, ils y croient vraiment? Est-ce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris que l'objectif d'Israël était de chasser les Palestiniens de la terre actuelle de Palestine? Ça n'est pas l'objectif d'Israël, c'est l'objectif des sionistes révisionnistes, kahanistes compris. Voilà. Mais jamais Tu es optimiste? Non, mais je pense qu'il y a une opposition très forte en Israël, qu'il y a des gens qui sont pour une coexistence pacifique avec entre les Juifs et les Arabes, et que, oui, je pense qu'il y en a, mais... Tu es allé combien de fois en Israël? Je ne suis jamais allé en Israël. Voilà le mec qui n'est jamais en Israël qui nous explique que tu vas en Israël, excuse-moi, mais je vais me fâcher avec beaucoup de lecteurs, d'auditeurs, mais tu vas en Israël, tu comprends que même les Israéliens de gauche ne veulent surtout pas d'un État palestinien. Alors, mais... Moi non plus, je ne veux pas d'un État palestinien, car je ne veux pas d'un État juif. Mais toi, tu es pour Moi, la charte de l'OLP. Moi, je suis républicain. Tu es pour la charte de l'OLP, toi. Je suis républicain, parfaitement. Je suis pour la charte de l'AFP. Je suis républicain, c'est-à-dire je pense qu'un homme, une voix.
Bien sûr, si on décide un homme, une voix, il est clair que les Juifs seront minoritaires. Mais c'est le même problème qu'en Afrique du Sud face à l'apartheid. Quand on a dit un homme, une voix, ça voulait dire que les Blancs seraient minoritaires. Voilà. Et il a fallu l'accepter. C'est le cas aujourd'hui. Mais beaucoup de gens te disent ça marche moins bien qu'avant, y compris pour les Noirs qui ont gagné des droits, sans doute ce que les marxistes appelaient des droits formels, mais en droit réel, les Noirs se sont appauvris à cause de ce système. Non. Ça, c'est le problème de l'organisation économique de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela avait fait un accord avec l'ambassadeur des États-Unis pour pouvoir sortir de prison, qu'il abandonnait ses objectifs communistes pour se consacrer uniquement à la lutte contre l'apartheid. Voilà. Donc on a mis fin à l'apartheid. Ah, je sens que je touche au truc là. Oui, on a mis fin à l'apartheid, mais on n'a pas rétabli la justice économique en Afrique du Sud. Voilà, c'est un fait. Et si on mettait un homme, une voix en Palestine, il y aurait toujours une différence de 1 à 10 dans le niveau de vie des Palestiniens et des Juifs. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut commencer par là. Dans la pratique, quand même, la différence entre l'Afrique du Sud et la Palestine, c'est que, au fond, il y a un débat sur est-ce que, on va résumer ça de façon caricaturale, on modérera, est-ce que les Noirs d'Afrique du Sud sont vraiment, les Noirs actuels d'Afrique du Sud sont vraiment les primo-habitants d'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, c'est difficile de contester le fait que, alors j'entends bien la théorie, mais dans la pratique, les primo-habitants de la Palestine, c'est les Palestiniens. C'est pas, alors on a inventé une histoire sur il y a 2000 ans, les mecs de Brooklyn étaient là. Donc c'est pas, on peut pas complètement renvoyer dos à dos les deux situations. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en français les Boers, nous on dit les Boers, mais les Boers d'Afrique du Sud, on peut raisonnablement dire qu'ils sont les premiers habitants de l'Afrique du Sud. En tout cas, c'est pas des non, les Zoulous n'existaient pas. Et si, ils existaient, mais c'était pas exactement les mêmes territoires. Il y a eu un conflit de souveraineté. Oui. On peut admettre aujourd'hui que ceux qui sont arrivés en Israël, en Palestine, après 1948, c'est difficile de prouver leur lien historique avec les habitants de Palestine. Tu as dit toi-même, les Khazars. Beaucoup de premiers habitants d'Israël sont des Ashkénazes, dont le lien avec les Juifs historiques, si j'ose dire, sont ténus, avec les Juifs d'il y a 2000 ans. Alors que les Boers, on les appelle comme on veut, ils peuvent établir leur lien avec ceux qui sont arrivés il y a aujourd'hui 150 ans, 200 ans. Je sens que ça te hérisse. Non, ça ne me hérisse pas, mais... Je suis flamand, ne l'oublie pas. Mais quand les premiers bourgs sont arrivés en Afrique du Sud, ils avaient exactement la même idéologie que les premiers sionistes en Palestine. Vas-y, continue. Oui. Donc il faut savoir que et de même que cette idéologie était partagée également par les pères pèlerins aux États-Unis. Ces groupes ont... les mouvements pentecôtistes, on va dire adventistes, les dénominations religieuses, ce qu'on appelle aujourd'hui les dénominations religieuses. Oui. Tous ces gens-là avaient la même mythologie biblique. Ils disaient qu'ils allaient fonder un nouveau paradis dans une terre qui leur était promise, après avoir été chassés d'un pays où ils étaient maltraités. Voilà. Donc, moi je vois qu'il y a une origine idéologique commune entre les États-Unis, Israël et l'Afrique du Sud de l'apartheid. Incontestablement, il y a ce mouvement
Alors là aussi, c'est important à souligner, même si je sens bien que j'ai touché une corde sensible chez Thierry. Avant le sionisme, dans ce qui a justifié l'occupation d'une terre arabe, proche-orientale, on appelle comme on veut, par des Européens, avant même l'idéologie sioniste, il y a eu une idéologie, on va l'appeler rapidement comme ça, mais ça mériterait de nombreuses modérations, une idéologie intégriste chrétienne, millénariste, où il y avait la conviction que pour être sauvé, il fallait créer une terre promise et y être enterré. Voilà. Et c'est une idée profondément chrétienne avant d'être juive. Oui, oui. En réalité, les premiers juifs qui colonisent la Palestine autour de 1860, c'est des colonies françaises sous l'égide des Rothschild. Et les Rothschild sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que les questions religieuses leur sont assez étrangères au fond. C'est après le judaïsme d'Europe de l'Est qui va... Bon, on y reviendra, on consacrera une émission à ça. Parle-nous des élections américaines. Est-ce que qui n'est pas sans lien, est-ce que Kamala Harris, est-ce que Trump sont des candidats sionistes? Et je vais te taquiner avant que tu répondes. On a vu le parti kahaniste dire, pour nous, l'idéal, c'est Trump élu. Qu'est-ce que ça signifie? À mon avis, ça signifie que personne ne sait ce que chacun des deux candidats fera s'il est élu. Donc Donald Trump est un homme qui parle beaucoup, qui fait des promesses ici ou là, mais des promesses d'ordre général. Il dit qu'il a beaucoup fait pour Israël et qu'il fera beaucoup pour Israël, mais il ne donne aucun engagement précis. Et il arrive à obtenir le soutien aux États-Unis des pro-Netanyahou. Ce qui n'est pas rien. C'est un enjeu considérable. Hein. Mais autour de lui, il y a une équipe qui n'est pas sur cette ligne. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire. Du côté de Kamala Harris, elle dit qu'elle elle demande un cessez-le-feu à Gaza. Mais elle ne condamne pas l'épuration ethnique. Elle dit en général, c'est pas bien de tuer des Palestiniens. Mais, je vais te faire un peu de contradiction, elle a reçu la visite de... Alors, il y a un effet ciseau. Elle a reçu la visite de Benjamin Netanyahou, juste avant les frappes en Iran, etc., qui ont donné lieu à des déflagrations, ou des prétendues déflagrations. On dira 3 mots, même si on a beaucoup parlé. Et elle est sous le feu de Donald Trump, qui dit qu'elle est antisémite, elle défend Gaza. Oui. Donc sa marge de manœuvre n'est pas simple. Oui, mais elle, pour donner des assurances au lobby de l'AIPAC, donc des pro-Netanyahou. Donc l'association... Alors, je te corrige un peu, si tu me permets, prétentieusement. L'AIPAC, c'est le lobby pro-israélien historique, mais qui est plus labor, plus travailliste. Oui, mais qui aujourd'hui soutient Netanyahou. Netanyahou, oui, mais c'est pas le plus dur. Oui, c'est pas le plus dur. Netanyahou. C'est pas le plus dur. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il reste fidèle à qui est au pouvoir en Israël, quelle que soit cette personne. De temps en temps, il nuance quand même, en disant Netanyahou va trop loin. Oui, mais c'est pas neutre. Il y a des lobbies plus pro-Netanyahou que l'AIPAC aux États-Unis. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui partagent les idées sionistes révisionnistes de Netanyahou, mais ils le soutiennent parce qu'il est au pouvoir en Israël. D'accord. Donc, pour montrer qu'elle soutient l'AIPAC sans le dire publiquement, d'une part, lors du congrès du Parti démocrate où elle a été désignée sans vote comme investie par le Parti démocrate,
elle a donné la parole à une famille états-uno-israélienne dont des membres sont otages du Hamas aujourd'hui, mais elle n'a pas donné la parole à des pro-palestiniens. Alors qu'il y avait des manifestations pro-palestiniennes devant dans les alentours. Oui, mais qui n'ont pas été très importantes. Bon. Et surtout, elle a envoyé son mari, qui est un juif pratiquant. Qui n'est pas entendre. Qui n'est pas entendre. Hein. Elle a envoyé son mari rencontrer des associations juives pour leur dire elle est tout à fait sur la ligne de Netanyahou. N'ayez aucune crainte. Mais ce qui excuse-moi, je te coupe, oui. Mais je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a des raccourcis. Si on se met à sa place, oui. Elle est challengée par un candidat qui dit Israël a tous les droits, puisque Trump a un peu dit ça quand même, et nous soutenons sans réserve Israël. Elle est challengée par ça. Elle est plutôt d'origine black, mais on en dira peut-être 3 mots. Elle est obligée de donner des gages. Je pense qu'ils sont tous les deux obligés de donner des gages, parce que c'est vraiment un enjeu électoral très important. Mais je constate que Netanyahou parle en l'air et elle est la seule à avoir fait dire en son nom par son mari qu'elle prenait des engagements pour Israël. Mais en même temps, je te porte la contradiction, elle a dit les massacres à Gaza, ça suffit. Oui, oui. Ce que n'a pas dit Trump. Absolument, absolument. Trump, il a une manière de dire voilà, j'aime les Israéliens, les Arabes, je ne sais pas qui c'est, j'aime les Israéliens. Voilà. Elle dit j'aime les Arabes, faut pas les massacrer, mais j'aime aussi les Israéliens, et elle fait dire par son mari elle vous soutiendra dans la ligne la plus dure. Comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra. Promesse électorale. C'est sûr que tous les deux mentent, ça c'est clair. Et je n'ai aucune idée de ce qu'ils pensent sur le fond. Mais je constate que Kamala Harris s'est engagée sur des choses plus concrètes que Donald Trump. Dans le soutien à Israël. Dans le soutien à ce que Israël fait aujourd'hui, ce que l'armée israélienne fait aujourd'hui, même ce que les colons de Cisjordanie font aujourd'hui. Même si elle le condamne en public, en fait, elle fait dire le contraire par son mari. Bon, ça je constate. D'autre part, savoir qui va gagner cette élection, si nous regardons la presse aux États-Unis, la quasi-totalité des grands médias est favorable au Parti démocrate. Donc ils ne cessent de dire que les intentions de vote sont rééquilibrées, qu'on est à 50-50. Mais de fait, il y a une dynamique Kamala Harris. Il y a une dynamique dans les médias. Et pas seulement. Elle a recueilli, je crois, 240 millions de dollars de dons, et Donald Trump en a la moitié, alors qu'il est en campagne depuis plus longtemps. Oui, mais l'un comme l'autre, qu'est-ce qu'ils reçoivent des électeurs? Parce que l'un comme l'autre, en fait, la plupart de leur trésor de guerre vient de quelques donateurs, d'une poignée de gens très riches. Ça ne veut rien dire. Ça, en termes électoraux, ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'on nous dit sur le rééquilibrage des voix n'est pas vérifiable. Et ce que je Mais elle n'est pas plombée. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'à ce stade, elle n'est pas plombée. Elle n'est pas plombée parce que dans son discours public, elle ne dit rien. C'est incroyable. Elle a fait un seul discours. Elle refuse toute interview, toute conférence de presse. Comment tu expliques ça? Parce que si on lui posait la moindre question et qu'elle devait répondre, elle perdrait des voix. C'est Nathalie Loiseau, voilà, c'est ça. Candidate voilà. En marche aux élections européennes, où on se dit elle ouvre la bouche, on a perdu 10% des électeurs. Voilà.
Voilà, c'est ça. Donc, elle ne dit rien. Elle dit si, je serai la présidente de tout le monde, j'aime tout le monde, rassemblons-nous, changeons les choses ensemble, mais changeons quoi? On ne sait pas. Donc, ton avis sur... Et je Vas-y. constate qu'au cours des derniers jours, deux personnalités susceptibles de faire basculer quelques voix ont rallié la candidature de Donald Trump. Et ce ne sont pas des gens qui simplement disent « je soutiens Donald Trump », ce sont des gens qui s'engagent avec Donald Trump. Il y a d'abord eu Robert Kennedy, le neveu du président assassiné. Du président assassiné et le fils de son procureur d'Attorney General voilà, a été assassiné. Également, voilà, qui a cessé la campagne électorale qu'il faisait parce qu'il était candidat. Alors il avait commencé avec 15% des intentions de vote, il n'en avait plus que 2%, je crois, au bout d'un moment. Mais voilà, il a rallié Donald Trump et lui, il est susceptible d'amener les 2% de voix qu'il avait, là, d'après les sondages, qui étaient des voix allant spontanément aux démocrates. Il est capable de les ramener sur Donald Trump. Il négocie chèrement le morceau. Pardon ? Donald Trump qui négocie chèrement le morceau, c'est-à-dire la oui, part oui. qu'il donne à Kennedy dans le résultat final. Oui, mais parce que Donald Trump aujourd'hui fait beaucoup de déclarations générales, mais n'a pris aucun engagement pour la composition de son équipe quand il sera au pouvoir. Alors, et Kennedy négocie sa part. Kennedy voulait négocier sa part et il n'a pas eu d'assurance. Voilà. Mais il est quand même rentré au service de Donald Trump. Et il y a d'autre part Tulsi Gabbard, qui était l'ancienne représentante de Hawaï, qui a été candidate du Parti démocrate, à l'intérieur du Parti démocrate contre Hillary Clinton, et qui vient également de rejoindre Donald Trump. Donc là, ce sont des... Là encore, bon, c'est peut-être très peu de voix, mais elle va amener avec elle quelques démocrates chez Donald Trump. Et on voit dans la stratégie du Parti démocrate qu'il y a une inquiétude de voir certains des soutiens traditionnels de ce parti lui manquer au moment de l'élection. Notamment, par exemple, dans le Wisconsin, qui est un swing state, un État disputé. Un État disputé, voilà. Entre démocrates et républicains. Voilà, c'était un État traditionnellement démocrate, mais aux élections de 2020, oui. Midterms. Non, aux élections présidentielles précédentes, ils ont voté Trump, ces gens-là, alors qu'ils étaient traditionnellement démocrates. Et dans cet État, les sondages montrent que traditionnellement, c'était la communauté noire qui votait pour les démocrates, qui votait à 90% pour les démocrates. Et là, on se rend compte qu'au maximum, ils voteront à 80% pour les démocrates. Donc voilà, il y a... On rappelle que statistiquement, les calculs très savants faits aux États-Unis montrent que l'élection démocrate-républicain se fait sur, en réalité, 2% de la population. C'est-à-dire ceux qui basculent. Il y a un bloc démocrate, un bloc républicain, et la différence entre les deux, ça tient 2 points. C'est-à-dire que l'enjeu d'une élection aux États-Unis, c'est convaincre 2% de la population de voter pour soi plutôt que l'autre, parce que le reste, c'est figé. Voilà. Donc là, le Parti démocrate est en train de mettre beaucoup d'argent pour convaincre les 2%. Voilà, les gens là, qui pourraient basculer. Voilà. Donc c'est dire que ils ont beaucoup d'assurance en public, mais en fait, dans la réalité des choses, ils ne sont pas très sûrs de gagner. Bon, je vais te poser une dernière question, puisqu'on a beaucoup parlé. En fait, on a évacué le sujet qui était un peu central.
Et je vais te poser la question de façon provocatrice. Ça va te laisser libérer tes arômes divers et variés. Dans le conflit Israël versus l'autre, Oui. on se rappellera ici, si vous me permettez, de délirer un peu à la fin de cette interview sur les bouquins les livres philosophiques, excusez-moi, d'Emmanuel Lévinas, qui s'appelle qui parlait beaucoup de l'autre. Dans le monde juif, il y a vraiment une théorie de soi et l'autre. Chez Israël, dans l'univers israélien, il y a Israël et l'autre. L'autre, c'est les Palestiniens, le Hezbollah, l'Iran, c'est l'autre. Est-ce que l'autre est un ramassis de frimeurs? Puisqu'on a vu Israël, notamment après, on en a beaucoup parlé. Je rappelle que chaque lundi, nous sortons le chaos global du courrier stratège. Nous faisons le point de la géopolitique internationale, notamment. Israël a frappé cet été à la fois le Hamas en tuant le patron du Hamas en Iran, à Téhéran. Il y a eu des répercussions, il y a eu des représailles. Le gouvernement iranien a arrêté un certain nombre de suspects de traîtrise, de trahison. Israël a frappé le Hezbollah au Liban en tuant des responsables du Hezbollah, mais tous les jours il y a des frappes israéliennes qui sont dites des frappes préventives, c'est-à-dire ce qu'on appelle des assassinats ciblés. Et le Hezbollah et l'Iran ont roulé des mécaniques en disant vous allez voir, ça va être l'hécatombe. Et puis finalement, on ne voit pas grand-chose sortir. Est-ce que la presse libanaise, que tu connais très bien, ironise d'ailleurs sur l'incapacité du Hezbollah à délivrer la promesse de « on va les battre tous ». Est-ce qu'aujourd'hui, Israël je te pose la question de façon provocatrice pour te faire réagir, est-ce que Israël a mis à genoux l'Iran et le Hezbollah? Absolument pas. Explique-nous. Alors non seulement ils n'ont pas mis à genoux l'Iran et le Hezbollah, mais il faut se rendre compte qu'ils sont en train de perdre militairement à Gaza. À Gaza, ils n'ont pas réussi au bout de, 8 mois. Que dure ça? Ouais, c'est octobre, c'est 10 mois maintenant. 10 mois. À peu près 10 mois. Ils n'ont pas réussi à détruire le Hamas, mais pas du tout. Bon. Donc, voilà, ils ont tué certains dirigeants, mais ils n'ont pas détruit le Hamas en tant qu'organisation, et ils ont renforcé la résistance palestinienne en général. Pour ce qui est de la guerre qui se livre au Liban, c'est une catastrophe pour les deux côtés de la frontière, où 100 000 Israéliens et 100 000 Libanais ont été obligés de fuir de chez eux. Mais le Hezbollah, dans sa dernière attaque, ils ont tiré un peu partout, tout ça. Mais la seule chose qui était importante et dont on n'a pas parlé, c'est qu'ils ont bombardé une base militaire à 7 km de Tel Aviv. Donc ça n'était jamais arrivé. Les Israéliens n'ont pas commenté ce bombardement. Non, et la censure militaire interdit toute information là-dessus en Israël. Le Hezbollah a ironisé en disant on attend les commentaires israéliens sur ce qui s'est passé sur cette base. Et donc il n'y aura pas de commentaires parce que c'est interdit. Tu penses que c'était quoi? Quelle est la portée, l'impact, le sens de ce bombardement? C'est un message pour dire vous venez d'attaquer la banlieue de Beyrouth, nous pouvons attaquer la banlieue de Tel Aviv. Voilà. De son côté, l'Iran, en avril, au moment où on avait attaqué sa représentation diplomatique à Damas,
l'Iran en avril a lancé une attaque contre Israël, où la seule chose qui était importante, alors ils ont tiré tout un tas de trucs qui ont été détruits en vol, tout ça, mais ils ont réussi à envoyer 7 missiles d'une nature particulière, et les 7 ont atteint leur objectif en Israël, n'ont pas pu être interceptés ni par les Israéliens, ni par les forces alliées des Occidentaux. Donc aujourd'hui, nous savons que les Iraniens ont la capacité d'attaquer Israël avec ces armes. Alors, est-ce qu'ils en ont beaucoup? Ça, on ne sait pas. Mais ils ont la capacité de cibler et d'atteindre leur cible en Israël. Et nous savons que le Hezbollah a la capacité de cibler des objectifs jusqu'à Tel Aviv. Voilà. Ça, on le sait. Par contre, du côté israélien, il y a un épuisement général. Parce que 8 mois, c'est long pour eux de guerre. Et que pour tout le monde. Pour tout le monde. Si on lit la presse libanaise, il y a aussi un épuisement au moins au sud-Liban, parce que ce que je retiens de la presse libanaise, c'est qu'au nord du Liban, on fait la fête. Voilà, on a l'impression du Vietnam du Sud avant la chute de Saigon et avant la chute de Ho Chi Minh Ville. Et au sud du Liban, c'est la purge. Enfin, c'est la guerre, c'est les bombardements, c'est les roquettes. Donc il y a aussi un épuisement du sud Liban. Oui, mais l'armée israélienne vient de lancer une 3e vague de rappel de ses réservistes. Manifestement, cette fois-ci, les gens traînent les pieds pour rentrer dans l'armée, dans l'armée active. On parle de 10 000 soldats libanais, enfin l'armée israélienne a reconnu 10 000 soldats libanais, 10 000 soldats israéliens, handicapés, blessés de guerre, avec des séquelles. Bon, je ne sais pas combien ils sont en réalité, mais manifestement, il y a un certain découragement à l'intérieur de la population israélienne à poursuivre les objectifs que lui donne le gouvernement de Netanyahou. Alors, je ne sais pas si c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, depuis qu'il y a le conflit avec l'Iran, la popularité de Netanyahou est en train de remonter, alors que c'était effondré. Bon, mais l'économie israélienne est quand même paralysée depuis 8 mois. Ça commence à avoir des effets sur la vie quotidienne des gens, ça. Donc, s'il devait y avoir un affrontement, l'alliance des États-Unis serait essentielle. Les Israéliens seuls seraient battus à plate couture en très peu de temps. Je veux dire en quelques jours, sinon quelques heures. L'hypothèse du conflit nucléaire. Alors, l'hypothèse du conflit nucléaire a été évoquée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou déjà il y a plusieurs mois. Un ministre, celui du patrimoine, l'a dit publiquement, que la solution c'était de faire éclater une bombe atomique à Gaza. Mais il faut se rendre compte que faire éclater une bombe atomique à Gaza, ça n'est pas tuer les Palestiniens, c'est tuer la totalité de la population de cette région, parce que il n'y a pas de montagnes qui vont ou de mers qui vont empêcher les retombées atomiques de se diffuser un peu partout. Donc si on tire une bombe atomique à Gaza, on tuera probablement autant de juifs que d'arabes. Hein. Ça sera un suicide pour Israël. C'est ce que l'état-major israélien appelle l'option Samson, du nom du prophète, je crois que c'est dans les livres des juges, qui
bon, il a été fait prisonnier par les Philistins parce qu'il tenait sa force de sa chevelure. C'est une histoire de super-héros, hein, complètement. C'est Marvel. Voilà, c'est ça. Donc il avait une chevelure qui lui donnait une force colossale, tout ça. Et puis sa maîtresse a été corrompue par les Philistins, lui a coupé les cheveux pendant qu'il dormait, donc on a pu l'arrêter, on l'a mis en prison dans les sous-sols du palais des Philistins. Puis voilà, on l'a laissé là, mais ses cheveux ont repoussé. Et donc un soir, il s'est réveillé avec toute sa force et il a poussé les colonnes de ce palais, tout s'est effondré et C'est possible, techniquement. Ça me fait marrer, ça. Et donc le roi des Philistins est mort en même temps que lui. Donc voilà, l'option sans sang, c'est ça, on peut se suicider en tuant nos ennemis. Et cette mentalité est présente dans l'armée israélienne. Vous savez que les officiers des forces spéciales et ceux de l'armée de l'air vont tous, quand ils accèdent au grade d'officier, prononcer un serment au sommet d'une colline où, selon la légende, au moment de l'attaque par l'armée romaine contre c'était les Zélotes à l'époque. Donc on est en 70 après Jésus-Christ. Voilà, en 70 après Jésus-Christ. Donc il s'était retranché dans cette citadelle de Masada. À Masada. Et l'armée, les légions romaines ont encerclé Masada. Ils ont construit une immense rampe pour atteindre le sommet de la colline. C'est un travail pharaonique qui a été fait. Et quand l'armée... Le mot est un peu mal choisi. Mais... Oui, mais enfin, c'était un travail romain. Un travail de romain. Un travail de romain. Quand ils sont arrivés dans l'enceinte de Masada, la totalité de la secte qui s'était retranchée là s'était suicidée. Voilà. Et donc ils vont prononcer un serment au nom de ceux qui se sont suicidés à cet endroit-là, que leur mort ne sera pas vaine. Donc voilà, c'est Ce qui fait partie de la mythologie israélienne. Nous sommes les héritiers de ceux qui étaient là il y a 2000 ans. Alors que quand on voit les Israéliens qui vont faire ce genre de serment, beaucoup sont des blonds aux yeux bleus qui rappellent plus l'Allemagne nazie que le sémite d'il y a 2000 ans en Judée. D'accord, voilà. Donc, il y a déjà toute une tradition dans les forces armées israéliennes de brandir la menace de l'option Samson. Elle a déjà été envisagée officiellement par l'armée israélienne au moins 2 fois. Je crois pendant les guerres en 1967 et 73, je ne sais pas, mais où l'ordre a été donné de faire exploser des bombes atomiques qui auraient tué tout le monde. Bon, mais l'ordre n'a pas été appliqué pour des raisons diverses, tout ça, mais il a été donné. C'est attesté par toutes sortes de témoins, ça. Donc oui, il y a un risque que les dirigeants israéliens, aujourd'hui, les fascistes, les sionistes révisionnistes, décident ça comme Adolf Hitler a décidé de se suicider. Bon, on en reparle dans 15 jours parce qu'on a fait une interview très longue, c'est une interview de rentrée. Dans 15 jours, tu seras là ? Oui, oui. On ne trahit pas de secret. Alors, d'abord, je refais de la pub pour ta lettre. Oui. On peut s'abonner à ta lettre. Oui.
Alors maintenant, c'est au tarif plein. Hein. au tarif plein sur le site voltaire.net. Voltairenet.org. Voltairenet. Voltairenet.org. Je sais pas qui a trouvé ce nom. Mais... Voltairenet.org. Abonnez-vous à l'aide hebdomadaire de Thierry, qui est très bien faite et qui permet de faire en très peu de temps une synthèse de l'actualité internationale, de façon précise et rigoureuse. On ne trahit pas de secret en disant qu'on réfléchit à une évolution de notre formule de quinzomadaire Messan pour en faire quelque chose d'encore plus high level. Oui. On revendique notre élitisme. On revendique le fait que malheureusement, on n'a pas beaucoup de concurrents. Ouais. À dans 15 jours, Thierry. À...